Donc voilà, donc je le disais, ce midi s'inscrit dans le programme d'engagement. Tout d'abord, un petit mot sur Francine, qu'on accueille aujourd'hui. Francine, elle est professeure associée à la Haute École pédagogique de Fribourg. On a entendu parler de ses travaux par l'intermédiaire de sa doctorante. On a vu qu'elle était parmi les participants aujourd'hui à une journée d'éducation sur le développement durable. Voilà, elle exposait des théories qui étaient très, très intéressantes. Donc Francine, elle s'intéresse à la problématique du développement durable. Elle cherche les meilleurs moyens pour permettre à tout un chacun de comprendre la complexité de ces phénomènes et d'agir en faveur d'un monde plus respectueux du vivant dans son sens le plus large. Voilà pour un tout petit résumé de Francine et vous allez découvrir que le développement durable, c'est une vraie passion pour elle. Donc, je vous le disais, ce midi s'inscrit dans le contexte de notre programme d'engagement pour réduire l'empreinte carbone individuelle des étudiants. C'est un projet qui se développe bien à l'ULiège, mais aussi en dehors de l'ULiège, avec un programme de réplication qui est animé par Sarah et qui réunit beaucoup d'écoles, donc des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On vous en parlera un petit peu plus prochainement. Donc l'objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone individuelle de 50% et on y va avec des challenges. Et dans le cadre de la réplication, pendant le mois de mars, on va vraiment mettre le focus sur 2 challenges. D'une part, le challenge pour calculer l'empreinte carbone des étudiants et d'autre part, un challenge mobilité. Et donc, on va faire des jumelages, ça veut dire que simultanément, les mêmes challenges vont être proposés sur plusieurs campus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sarah a préparé de jolies cartes. Voilà, tout ça, ça va être publié prochainement aussi sur notre site internet. Vous pourrez un petit peu plus découvrir le projet. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment contacter le Green Office. Alors, proposer des challenges pour améliorer notre impact carbone, pour le diminuer, c'est très bien, c'est de nouvelles habitudes qu'on met en place. Mais au-delà de ça, évidemment, se pose la question de savoir vers où on va, plutôt que la question des moyens, c'est la question de la fin. Dans quel monde souhaitons-nous vivre? De quel monde rêvons-nous? De quel quotidien rêvons-nous quand on se dirige vers une route bas carbone? Et pour initier donc cette réflexion, j'invite Francine à échanger avec nous. Vous allez voir, elle va partager notamment de la théorie, mais aussi ce qu'elle fait avec des étudiants. Et nous, on va interagir avec vous. C'est Sarah qui va un petit peu animer l'interaction avec vous. On va vous poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on va récolter vos premiers avis, parce que ce midi, cette conférence initie une réflexion pour un nouveau programme du Green Office qu'on aimerait développer la prochaine rentrée académique. Donc voilà, on vous invite à participer, non pas pour le plaisir d'échanger, mais vraiment pour récolter vos idées et en faire quelque chose, construire quelque chose après avec vous si vous le souhaitez par la suite. Voilà Francine, c'est à toi. Une nouvelle fois, merci de la part de toute l'équipe. On est ravis de t'écouter et c'est à toi. Francine, on ne t'entend pas. Tu ouvres ton micro, Francine. Il y a un problème de son. Ah, on ne t'entend toujours pas, Francine. Oui, ça marche. Cette fois, c'est bon? Ok, alors on y va comme ça. Donc, je vous remercie de m'avoir invité dans ce Green Office. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert le Green Office et puis de pouvoir y participer de manière très, très active. Et donc, effectivement, hein, comme Cécile l'a très bien présenté, ma présentation va se dérouler en plusieurs parties avec des interactions avec tout le monde et je me réjouis beaucoup de voir tout ça. Donc, je vais partager mon écran. Un petit instant, voilà. En principe, vous allez... L'écran est bien partagé. Oui, c'est bon. Extra. Donc, effectivement, j'ai nommé cette présentation « Transition écologique ». Oui, mais pourquoi une transition écologique? Pour aller où, c'est-à-dire vers où cette transition écologique devrait nous conduire? Et puis, la dernière question, ce sera comment? Et c'est vraiment ces 3 questions qui vont jalonner ma présentation. Alors, tout d'abord, eh bien, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous baratine avec une transition écologique? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Alors, pour comprendre, eh bien, il faut reprendre un petit peu les problèmes environnementaux qui se posent aujourd'hui. Transition écologique, c'est bien sûr lié à l'écologie. Et si on reprend les dernières informations
issus des recherches du GIEC, on voit ici dans une modélisation la Terre qui représente finalement le degré d'impact qu'on ne devrait jamais dépasser. Et vous voyez clairement que, eh bien, il y a déjà 3 très grandes pointes qui sont là. Des pollutions chimiques, dont bien sûr les plastiques, mais je dirais que les plastiques, c'est presque la face immergée de l'iceberg. Hein. On peut parler des perturbateurs endocriniens, on peut parler des métaux lourds, on peut parler de tous les intrants qu'on utilise en agriculture, etc. Il y a bien sûr les perturbations des cycles biogéochimiques qui vont aussi avec ces pollutions-là, l'érosion de la biodiversité. Et vous voyez que là, on est vraiment largement dépassé. C'est pas beaucoup mieux pour les changements climatiques et la modification du paysage. Quand on parle de modification du paysage, eh bien, c'est déjà tout ce qui touche à la déforestation, par exemple, mais aussi à la perte des glaciers, à la disparition de la banquise, etc., etc. Donc, là aussi, on a déjà dépassé la capacité de régénération de la planète. Si on regarde de manière un peu plus attentive, on voit qu'il y a 3 éléments qui n'ont pas encore, mais qui sont bientôt à la limite, dépasser cette capacité de régénération de la planète. C'est le trou dans la couche d'ozone, dont on parlait énormément dans les années 80, l'utilisation de l'eau potable, et puis l'acidification des océans qui, comme vous le voyez, se rapproche très dangereusement de la limite fatale de régénération de la planète. Et il y a 2 éléments dont on n'a pas de données. Et c'est ce qui fâche toujours un petit peu ceux qui n'aiment pas trop les travaux du GIEC en disant oui mais c'est scientifique, de toute façon, ils nous proposent des choses qui ne sont pas tout à fait fiables, il y a des incertitudes, ils ne savent pas très bien comment prédire tout ça. Mais en fait, c'est parce que tout ça, c'est extrêmement complexe. Il n'y a jamais de yaka quand on s'intéresse un petit peu aux problèmes du développement durable et aux problèmes plus spécifiquement écologiques. Et pourquoi c'est si complexe et pourquoi on a autant d'incertitudes et d'ambivalence? Eh bien, c'est parce qu'il y a un phénomène, et c'est celui que je vais me permettre de vous présenter maintenant, qui s'appelle les boucles de rétroaction. C'est un phénomène typique de la complexité et qui rend les calculs et les prédictions extrêmement difficiles à faire. Alors, qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction? Je vais prendre un exemple extrêmement simple, mais vous verrez que quand vous y réfléchirez, vous verrez utiliser cette boucle de rétroaction pour comprendre énormément de phénomènes en lien avec les changements climatiques. Donc, si je reprends les changements climatiques, ben, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation de l'effet de serre naturel qui heureusement existe, hein, sinon on n'aurait même pas de vie sur la planète Terre. Mais le problème, c'est que son augmentation, eh bien, ça amène à une augmentation de la température de l'air. Vous le savez tous, quand il y a une augmentation de la température de l'air, eh bien, ça fait fondre la neige, la glace et toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a une disparition des glaciers, c'est pour ça que la banquise fond de plus en plus, mais c'est aussi pour ça que le permafrost, ou le pergélisol en français, fond de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que le pergélisol? Eh bien, ce sont tous ces terrains qui sont perpétuellement gelés. Il y en a au bord des glaciers, il y en a bien sûr du côté du Groenland, hein, dans ces terres qui ne dégèlent jamais ou de manière extrêmement superficielle. Et le problème de ce pergélisol, c'est qu'à l'intérieur de ces terres gelées, il y a énormément d'animaux, de végétaux qui ont été pris par la glace et qui ne se sont jamais décomposés. Parce que dans la glace, bah, vous savez, vous avez tous quelque chose dans votre congélateur, ça ne se décompose pas. À partir du moment où il y a un réchauffement, où la glace fond, eh bien, ces végétaux, ces animaux vont commencer à se décomposer et donc à libérer du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2 et donc qui va avoir un effet sur l'augmentation de l'effet de serre de manière dramatique.
Voilà une boucle de rétroaction. Vous voyez que cette boucle, au fur et à mesure que le temps passe, elle va devenir une spirale parce que ça va chaque fois augmenter l'effet. Mais on sait aussi qu'à un moment donné, eh bien, quand tout le pergélisol aura fondu, eh bien, il n'y aura plus de libération de méthane. Donc, ça va s'arrêter aussi. Et puis, combien est-ce qu'il y a de méthane piégé dans le pergélisol? On ne le sait pas non plus. Et quand on comprend les mécanismes de ces boucles de rétroaction, eh bien, on comprend aussi pourquoi le GIEC, parfois, n'est pas capable de nous donner des précisions sur des indications sur le futur. Si ce petit type de présentation vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, sans prétention, pour présenter les effets de l'augmentation de l'effet de serre. Voilà pour ce qui est du pôle écologique. Maintenant, si on regarde le pôle social, j'ai repris une modélisation où vous avez sur la face extérieure le plafond écologique, donc celui qu'on vient de voir, à peu près similaire à celui que je vous ai présenté. Mais cette fois, ce qui va nous intéresser, c'est l'intérieur de ce donut vert. D'ailleurs, ça s'appelle un donut. Hein. L'intérieur de ce donut vert, eh bien, vous voyez que c'est le plancher social. Et donc, tout ce qui est en dessous du plancher, c'est tout ce qui ne va pas d'un point de vue social. Donc, tout, c'est clair. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder quelles sont les choses qui vont le moins bien. On pourrait se dire que c'est la nourriture, la santé, l'eau, toutes ces choses dont on entend parler souvent qui sont le moins bien. Ben non, finalement, ben c'est pas génial, mais c'est pas le pire dans ce donut. Le pire, ce sont ces éléments-là. Ces éléments-là, c'est d'abord la paix et la justice, la voie politique, l'égalité entre les genres et les réseaux. Finalement, ce qui va le plus mal dans le domaine social, c'est tout ce qui nous permettrait de communiquer, de réfléchir ensemble, de créer de l'intelligence collective et de penser un futur de manière collaborative. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment dramatique parce que ce sont les éléments les pires, dans la pire situation au niveau sociétal. Maintenant, dernier pôle, si on prend le pôle économique, eh bien, je vais simplement m'arrêter sur le rapport Stern. Donc, c'est un rapport sur l'impact économique du réchauffement climatique qui a été rédigé par Nicolas Stern, donc c'est pour ça qu'il s'appelle rapport Stern, qui est un économiste, et c'est la Grande-Bretagne qui avait demandé ce rapport. Ce rapport, il a été écrit en 2006, il y a plus de 15 ans. C'est un rapport de 700 pages pour expliquer que l'inaction, donc en 2006, si on ne se préoccupe pas des changements climatiques, cela coûtera de 5 à 20% du PIB mondial. Si on s'en occupe tout de suite, ça ne coûtera qu'1% du PIB mondial. Je ne sais pas si ce 5 à 20% du PIB mondial est toujours d'actualité, vu que nous sommes 15 à 16 ans plus tard, mais on voit même que l'impact économique du changement climatique n'a pas réussi à pousser les gouvernements à prendre les choses en main et à réagir tout de suite pour contrer ces changements climatiques. Voilà un petit peu le pourquoi il faut s'occuper de ces préoccupations de développement durable et de cette transition écologique. Mais maintenant, eh bien, pour aller où? Et c'est là qu'on voit qu'il y a un grand manque dans notre société, c'est que nous n'avons pas vraiment de destination. Alors, pour commencer à définir cette destination, eh bien, je vais revenir sur quelque chose que vous connaissez certainement, c'est la modélisation du développement durable. Et pour pouvoir penser à un futur différent, eh bien, nous devrons trouver une autre vision du développement durable. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Cette vision du développement durable, elle a été adoptée par les Nations Unies il y a 30 ans, en 1992, lors de la première conférence mondiale à Rio sur le développement durable. Alors cette modélisation, bien sûr, elle est très intéressante,
Déjà, parce qu'elle nous montre que les trois pôles, écologie, économie et sociale, eh bien, ils sont en interaction. Et que cette interaction, si on la pense bien, on va pouvoir la rendre non seulement viable, vivable ou équitable, mais on va pouvoir la rendre durable si on trouve un équilibre entre ces trois pôles. Donc ça, c'est quelque chose de déjà très bien. La faiblesse de cette vision, c'est qu'elle nous fait croire qu'il y a des parties de ces trois pôles qui sont indépendantes. Alors pour l'écologique, c'est pas tout à fait anormal, mais pour le social et pour l'économique, eh bien, c'est pas du tout cela. On est dans une ère qu'on a appelée l'anthropocène parce qu'on sait que toutes les actions économiques et sociales ont des répercussions sur le reste des développements. Donc, ça nous pourrait faire croire, notamment aux économistes, qu'ils peuvent faire leur petit truc dans leur coin, que ça ne concerne pas le développement durable. Or, c'est complètement faux. C'est pour ça que je vous propose une autre modélisation qui commence par mettre l'écologie au premier plan. Pourquoi? Parce que sans écologie, eh bien, tout simplement, il ne peut pas y avoir de développement social. Le développement social est à l'intérieur de l'écologie. Pourquoi? Parce que les êtres humains, eh bien, ils ont simplement besoin de se nourrir, d'avoir de l'eau potable, d'avoir un air qui soit respirable, d'avoir un cadre de vie qui leur permet de se développer socialement. Donc, sans environnement, sans écologie, eh bien, pas de développement social. Et pendant des milliers d'années, finalement, les hommes et la nature ont vécu sans avoir besoin d'économie. L'économie est finalement quelque chose de plus ou moins récent. Et pourtant, cette économie qui n'existerait pas sans le social et donc pas sans l'écologie, elle est maintenant au cœur de tous nos dispositifs. Et c'est elle qui mène le monde. Mais on voit aussi que avec cette nouvelle modélisation du développement durable, eh bien sa place n'est plus du tout la même. Il n'y a plus un équilibre à trouver entre ces trois pôles. Il y a un respect de l'écologie à avoir pour avoir un respect du social et l'économie doit y participer. Ces modélisations, on les appelle vision faible du développement durable pour celle qui est bien connue, qu'on retrouve quasiment partout. En tout cas, en Suisse, la Confédération a pris cette modélisation et on la retrouve même dans les programmes scolaires. Et cette vision forte du développement durable qui est aussi, qui n'est pas non plus du tout nouvelle, hein, il y a beaucoup de penseurs qui l'ont présentée déjà dans les années 90, mais qui est beaucoup moins utilisée. Alors, il y a des conséquences à cette vision faible du développement durable. Tout d'abord, eh bien, il y a une impression qu'en faisant de petites choses, telles que les éco-gestes, eh bien, on sauvera le monde. On n'a qu'à arrêter de prendre des bains et de prendre des douches, on n'a qu'à trier bien nos déchets, on n'a qu'à arrêter l'eau quand on se lave les dents, on n'a qu'à prendre notre vélo et on va arriver à quelque chose de bien. Je vous ai dit au départ qu'il n'y avait pas de yaka. Une deuxième conséquence, c'est qu'il y a une vision très techniciste du monde derrière cette vision faible du développement durable, qui fait qu'on attend que l'évolution technologique résolve tous nos problèmes. Le salut viendra donc de l'évolution technologique. Or, on sait que la technologie a besoin non seulement de matériaux, mais d'énergie, et tout ça, ce sont des problèmes non résolus. Troisième conséquence d'une vision faible, c'est qu'on a l'impression que tant qu'on respecte l'équilibre entre les trois pôles, eh bien, il n'y a rien à changer. Donc, l'équilibre devient la visée prioritaire du développement durable, et puis on oublie finalement que l'objectif, ce n'est pas cet équilibre, mais c'est la résolution des problèmes. Alors, on ajoute un peu d'écologie et de social dans des entreprises qui sont purement économiques,
et dont la pire des dérives est bien sûr le greenwashing. Quatrième élément, eh bien, on a l'impression avec cette modélisation qu'on a le temps. Parce que, eh bien, face aux années précédentes, eh bien, c'est sûr, on a fait des progrès, donc on est toujours très fiers de nos avancées, et puis on voit bien que les décisions, elles sont toujours posées à 1, 2 ou 3 décennies, ce qui fait qu'on a toujours l'impression qu'on a le temps et on remet à plus tard les décisions vraiment importantes. Et enfin, eh bien, à force de croire à tout ce qui précède, on n'est pas devenu des climato-sceptiques, ça, il n'y en a bientôt plus d'ailleurs, même du côté de Trump et compagnie, on commence à se dire qu'effectivement, l'être humain est quand même à l'origine de bien des dysfonctionnements, mais on est plutôt devenu des climato-quiétistes, comme on les a appelés, Richard Emmanuel Listès et moi, dans un article que vous pourrez retrouver ici, si ça vous intéresse. Donc, des gens qui sont quasiment sûrs que finalement l'être humain s'en est toujours bien sorti, donc là aussi, il va bien s'en sortir. Entre la vision faible et la vision forte du développement durable, il y a une certaine gradation dans les actions. Dans la vision la plus faible, eh bien, il y a simplement l'amélioration. Et on la connaît, cette amélioration. C'est l'amélioration des techniques existantes. Par exemple, on isole beaucoup mieux les bâtiments qu'avant. On utilise moins de pesticides en agriculture. On a largement amélioré la performance des moteurs thermiques. Les voitures ne consomment plus 25 litres au 100, elles peuvent en consommer moins de 10 litres. On a fait des peintures moins nocives, etc., etc. On pourrait faire une liste très très longue de toutes ces améliorations qui vont avec une vision faible du développement durable. Bien sûr, c'est toujours ça de bien, mais c'est pas assez. On a aussi passé à des atténuations, toujours grâce à des innovations techniques. Par exemple, on essaye d'atténuer l'impact du CO2 en mettant des moteurs électriques aux voitures plutôt que des moteurs thermiques. On a des gestions informatiques qui permettent d'économiser beaucoup d'énergie dans beaucoup d'entreprises. Donc on essaye toujours d'atténuer, les éco-gestes en font partie, On a des transports moins polluants, on a plus d'économies d'eau, de chauffage, etc., etc. Donc on atténue. Là aussi, c'est très bien, mais c'est toujours pas suffisant. La situation actuelle nous oblige à passer à des adaptations. Adaptation, par exemple, certains pays sont déjà en train d'augmenter les digues de protection à cause de la montée des eaux des océans. On voit aussi qu'on doit accueillir des migrants climatiques de plus en plus, soit à cause de la désertification, soit de nouveau à cause de la montée des océans et par exemple des îles qui disparaissent. On doit aussi s'occuper de récupérer des plastiques, si on ne veut pas avoir un 7e, voire un 8e ou un 9e continent de plastique dans les océans. Donc les situations actuelles, telles qu'elles se déroulent, elles nous obligent à des adaptations. Mais si on voulait vraiment aller vers une vision forte du développement durable, eh bien, on devrait penser transformation. Et pour penser transformation, eh bien, ça nécessite une attitude critique et proactive. C'est-à-dire qu'on doit prendre nous-mêmes des initiatives au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. On doit donc aussi avoir une créativité sociétale qui va nous pousser en dehors des limites que l'on connaît. Et ça, c'est super important. On doit construire des désaccords, on doit changer des paradigmes, on doit vraiment se dire qu'on va agir sur les causes plutôt que sur les effets. Et le problème, c'est qu'on en est plutôt là. Alors, pour passer à cette vision forte, à cette transformation, eh bien, je vais m'inspirer d'un philosophe et sociologue qui est Bruno Latour et qui a écrit un livre qui s'appelle « Où atterrir ?» Et dans son livre, il dit bien que, eh bien, on a plusieurs étapes à franchir que nous avons modélisées ici dans notre article avec Richard Emmanuel Listès, et qui dit, bien sûr, la première chose, c'est qu'on doit avoir une vision réaliste de ce qui se passe actuellement. Une vision fondée sur les recherches scientifiques telles que celle du GIEC. Mais surtout, on doit définir les objectifs.
c'est-à-dire qu'on doit savoir vers quel futur on veut aller en tenant compte des contraintes planétaires. Et ce n'est que seulement après qu'on ait défini ces objectifs qu'il faut que l'on pense les moyens. Sinon, eh ben, c'est un petit peu comme si on se disait, tiens, prochaine vacances, je vais prendre le bateau, c'est sympa le bateau. Puis qu'après, on décide d'aller au sommet du Mont Blanc. Ben, en bateau, on ne va pas y arriver. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans notre société actuelle. On a beaucoup de moyens qui se développent, mais on ne sait toujours pas vers pour quel objectif on veut atteindre. Donc, pour penser le futur, moi, je vous reprendrai les termes que l'on trouve dans le développement durable habituel, c'est-à-dire qu'il faut faire un futur qui soit viable, vivable, équitable, mais surtout, qui soit souhaitable. Parce que si on a comme vision d'un futur qu'on va nous enlever tout ce qui est extraordinaire dans notre société, parce qu'on est dans une société où on n'a jamais eu autant de confort, on n'a jamais eu autant de médicaments pour nous soigner, d'interventions chirurgicales possibles, etc. Donc si on pense que tout ça va nous être enlevé, ben c'est sûr qu'on n'a rien envie de changer. Donc il faut qu'on pense à quelque chose qui soit non seulement viable, vivable et équitable, mais surtout souhaitable. Et donc que nous développions un imaginaire collectif pour créer une narration qui donne envie. Alors, ma dernière partie sur le comment, eh bien, c'est pas comment atteindre ce futur, mais c'est comment parvenir à définir ce futur. Et par quoi est-ce qu'on doit commencer pour créer un monde différent de celui que l'on connaît? Eh bien, on doit partir de ce que l'on connaît. Parce que souvent, on n'a pas assez d'imagination pour aller plus loin. Et dans ce que l'on connaît, eh bien, on va s'intéresser d'abord à ce qu'on n'aimerait pas quitter. Et donc, se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais garder de mon monde? Et c'est là que je vais passer la parole à Sarah, qui va vous emmener réfléchir à ce monde. Et je quitte mon partage d'écran. Merci Francine pour cette première partie de présentation très claire et très instructive. Et j'enchaîne directement en vous partageant mon écran avec un petit QR code ou un site web. Vous voyez wooklab.com/midigi. Je vous invite du coup à vous connecter sur ce lien. Je vais le mettre dans le chat également pour les personnes qui ont accès au chat. Où est le chat ? Bonne question. Voilà. Vous allez voir, c'est très facile de répondre. J'attends quelques minutes. Est-ce que ceux qui sont déjà connectés peuvent faire un petit levage de main ou un petit pouce levé là dans les options de Teams? Ça, je vois un petit peu qui est déjà prêt. Ok, 3 personnes sont prêtes. Ah, ça augmente, super. Et donc ça va nous servir à plusieurs reprises. Je vais vous poser une petite question, Francine va reprendre la parole. Vous poserez une autre petite question, Francine reprend la parole. On vous pose encore une petite question, puis ce sera la conclusion. Ok, super. Donc la plupart d'entre vous ont l'air d'être prêts. Je passe donc à la question. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés, pas de panique. Tout en haut du partage d'écran, vous voyez toujours l'adresse URL là, wooklab.com/midigi. Vous avez le temps de nous rejoindre. Et donc, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question brièvement, donc par mots-clés. Qu'est-ce que vous avez envie de garder dans ce monde? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez? La nature. Vous avez normalement l'option de liker les réponses des autres si vous aimez bien ça. Je vois la mer, les voyages, les bières, la sécurité sociale, les progrès médicaux, la liberté, les loisirs, les animaux, la liberté, oui, je vois beaucoup de liberté, les sorties, les amis, les contacts sociaux, les connexions entre les pays, les voyages, les relations humaines. Ah, c'est super chouette. Donc on voit, c'est très important pour tout le monde, tout ce qui est liens sociaux, la liberté, la sécurité, le fait qu'on puisse voyager, passer d'un pays à l'autre, etc. la nature. La nature aussi,
tout à fait. La nourriture, ouais, moi je crois que j'aurais voté nourriture aussi, moi. Liberté d'expression, la connaissance aussi, l'équilibre travail-vie privée. Waouh, c'est super. Donc, je vais clôturer ce petit exercice, mais pas de panique. Si vous êtes un peu frustré là parce que ça dure pas longtemps, à la fin du Midi Green Office, je vous partage un lien vers un questionnaire où vous pourrez répondre plus longuement, plutôt sous forme de paragraphes, aux différentes questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Et donc, je repasse la main à Francine en arrêtant mon partage d'écran. Alors, je reviens sur mon partage d'écran à moi, voilà, avec le mode présentateur, ce sera mieux. Donc, merci pour toutes ces idées que vous avez données, ça fait du bien. C'est vrai qu'on est dans un monde tellement extraordinaire qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de quitter. Moi, je suis comme vous, hein, même la bière, c'est chouette quand même. Hein. Donc, une fois qu'on s'est posé la question de ce qu'on aimerait garder, eh bien, il faut peut-être aussi se poser la question de qu'est-ce que je n'aimerais plus jamais voir dans ce monde. Et une fois qu'on s'est posé la question et qu'on a trouvé quelque chose qu'on aimerait vraiment éradiquer du monde, eh bien, il faut se poser une deuxième question, c'est-à-dire comment est-ce que je peux identifier ce qui est à l'origine de ces dysfonctionnements pour chercher à comprendre comment, d'où viennent ces dysfonctionnements et donc comment est-ce que je peux les éviter. Alors pour faire cet exercice, eh bien, je l'ai fait moi-même pour vous et j'ai choisi un thème qui, je pense, vous parlera. Je ne veux plus de pandémie type Covid-19. Et c'est très intéressant parce que si on cherche sur Internet origine de la pandémie Covid-19, on va tomber sur des histoires de pangolins et de chauves-souris. Alors, est-ce qu'il n'y a que ça? Mais finalement, pourquoi ce pauvre pangolin et ces pauvres chauves-souris, elles nous ont filé cette maladie? Donc, je suis repartie de là et je me suis dit, ben, c'est sûr, oui, on est quasiment sûr, quasiment, il y a encore quelques doutes, que cette maladie, elle provient des excrétions des chauves-souris. Pourquoi? Parce que les chauves-souris sont porteuses d'énormément de coronavirus différents, et donc le Covid-19 qu'on connaît. Et ces chauves-souris, pourquoi elles sont venues chez nous? Eh bien, tout simplement parce que leur milieu naturel a été touché par l'être humain. Là, j'ai mis une forêt, je ne sais pas exactement où vivent les chauves-souris. D'ailleurs, elles ont des habitats qui peuvent être très différents en fonction des espèces. Mais voilà, de toute façon, que ce soit les forêts, que ce soit d'autres régions du monde, eh bien, l'être humain déforeste et perturbe les milieux naturels d'une manière générale. Et pourquoi est-ce qu'il perturbe ces milieux naturels? Eh bien, c'est parce qu'on veut produire du soja, de l'huile de palme, avoir des élevages de bœufs pour les hamburgers, mais aussi pour aller chercher du pétrole, pour aller chercher des métaux, pour aller chercher des terres rares, etc., etc. Tout ça dans une idée de production de biens humains. Donc, nos pauvres chauves-souris, elles n'ont qu'une solution. Est-ce qu'elles ont rencontré le pangolin ou pas? Ça, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, elles ont approché des zones urbanisées, que ce soit des villes ou des villages. Elles ont été en contact avec les êtres humains. Et là, ça a provoqué ce qu'on appelle des zoonoses, ce qui est quand même assez rare parce que la plupart des maladies des animaux ne se transmettent pas à l'homme, mais dans certaines circonstances, eh bien, elles peuvent quand même passer par l'être humain et donc nous infecter. Et à partir du moment où ces animaux sont en contact avec nous, eh bien, c'est très facile d'imaginer, à cause de la mondialisation, qu'il y a une dissémination très, très, très rapide. Et cette mondialisation, elle touche bien sûr le commerce, les échanges de produits, mais elle touche aussi le tourisme ou simplement aussi la politique. Il y a des échanges, etc. Voilà pour un petit peu comprendre d'où vient cette pandémie du Covid-19. Donc moi, comment est-ce que je peux agir? Alors j'ai identifié 5 pistes, 3 qui sont très directes et 2 qui sont moins directes et plus génériques.
et que je vous présenterai à la fin. La première de ces pistes, c'est bien sûr agir sur la production. D'abord, diminuer ma demande en identifiant parfaitement mes propres besoins. Et là, on est vraiment dans la consommation. Est-ce que j'ai besoin de ce produit-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un produit plus adapté? D'où vient ce produit? Comment est-ce qu'il est fabriqué, etc. Bien sûr, pour limiter, le mieux c'est d'acheter local et bien sûr en quantité adaptée à mes besoins réels. Hier encore, j'entendais à la radio que le gaspillage alimentaire est évalué à 300 kilos par personne par année en Suisse. J'ai trouvé ça monstrueux, 300 kilos par personne par année en gaspillage alimentaire. Que alimentaire. Je ne vous parle pas des habits et de la technologie, etc. Et bien sûr, diminuer au maximum l'importation, y compris, bien sûr, les achats par Internet. Là, on agit directement sur la production. Maintenant, on peut bien sûr agir directement sur la dissémination. Réduire mes déplacements au strict minimum. On a bien vu que beaucoup de personnes aimeraient continuer à pouvoir voyager, donc comment, dans quelle mesure est-ce qu'on peut continuer à voyager et de quelle manière? Bien sûr, participer activement à une économie locale, ça revient à acheter local aussi, et puis repenser mes loisirs, parce que bien sûr, on a envie d'avoir des loisirs, mais quelles sont les destinations de vacances? Est-ce qu'on est obligé systématiquement de partir très loin? Si on agit sur ces deux, on a beaucoup moins besoin d'agir sur le troisième pôle direct, qui est la déforestation. Mais bien sûr que ça ne coûte rien de continuer à militer pour protéger les milieux naturels. Maintenant, passons aux moyens d'agir qui sont un peu périphériques, qui ne sont pas liés uniquement à cette situation et qui sont beaucoup plus génériques et qui, pour moi, sont essentiels. Le premier, c'est l'engagement politique. Je ne sais pas exactement comment ça se passe en Belgique, mais en tout cas en Suisse, on est dans une démocratie semi-directe, donc nous élisons vraiment nos représentants et nous avons en général le choix des partis. On a beaucoup de partis en Suisse et on peut vraiment se dire qu'on va choisir nos représentants. On peut s'engager soi-même politiquement. En tout cas en Suisse, il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour devenir politicien. Nous avons des super politiciens qui étaient, si je repense à ceux qui sont encore en fonction, par exemple, une infirmière qui est actuellement une ministre. Et puis bien sûr, c'est aussi un engagement politique, m'engager dans des associations et militer. Et parallèlement à cela, eh bien, garder un esprit critique. Et là, c'est aussi essentiel. Il faut rester vigilant face aux informations qu'on nous donne. On est baigné dans du greenwashing. Eh bien, rester vigilant par rapport à ça. Et surtout, ne pas entrer dans des thèses complotistes. Parce que les thèses complotistes qui font foison sur les réseaux sociaux, et bien souvent, elles nous détournent des vrais problèmes. Elles nous font croire qu'il faut s'intéresser à ça, et elles nous masquent les vrais problèmes. Donc, gardons un esprit critique scientifique, vérifions nos sources, et ne nous laissons pas avoir par les soi-disant savants qui s'autoproclament sur le net. Je repasse la parole à Sarah et je coupe de nouveau mon partage d'écran. Merci beaucoup Francine pour cet exemple. Alors, ici en direct, on ne va pas avoir le temps de faire l'exercice au complet, mais je vous invite déjà à répondre à deux questions. La première, c'est au niveau local, qu'est-ce que vous aimeriez ne plus jamais voir? Et la suivante que je lancerai juste après, ce sera au niveau global. Donc essayez encore une fois de répondre par mots-clés. On voit les incivilités, peut-être le mettre en nuage de mots, la surconsommation, les inondations, les déchets dans la nature. Un manque de respect. Oui, je vois les déchets arrivent souvent. L'extrême droite, le gaspillage. Donc vraiment, à Liège, près de chez vous, qu'est-ce qui ne vous plaît pas du tout? Le vol de vélo, tout à fait, l'individualisme, les inégalités, les politiques extrêmes, circulation extrême.
Je vois que gaspillage, déchets et surconsommation sont en grand. Les SDF, c'est bien malheureux qu'il y en ait. Le vandalisme, la fast fashion. Voilà, il y a beaucoup de problèmes que vous identifiez au niveau local. Alors, au niveau global maintenant, vraiment, qu'est-ce qui ne tourne pas rond sur notre planète, là, en global? La route, l'extrême droite, les millionnaires, je suppose, les guerres, l'extrême droite aussi, la surconsommation, toujours, c'est local et mondial, les inégalités, l'inégalité des sexes, le racisme, la pollution des océans, océans, oui. Les systèmes politiques, la répartition des richesses au niveau mondial, à nouveau la fast fashion, l'aviation, la cruauté humaine, la corruption. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'aimerait plus voir, les pesticides, les guerres. La différence. Voilà, il y a énormément de choses qu'on aimerait ne plus voir du tout. Et donc ici aussi, vous allez avoir le formulaire après le midi du Green Office, vous allez pouvoir répondre de façon plus longue, nous mettre un paragraphe sur les différents problèmes que vous identifiez. Et on vous demandera aussi de faire l'exercice sur les causes profondes d'un des problèmes que vous avez identifiés et les solutions apportées à ce problème spécifique. Voilà, je repasse la parole à Francine pour la partie sur le futur souhaitable avec un exemple très concret. Alors, en fait, cet exercice que vous propose Sarah, eh bien, nous l'avons proposé à nos étudiants à la Haute École Pédagogique de Fribourg. Donc, ce sont des futurs enseignants de l'école primaire. Et nous avons 2 semaines interdisciplinaires, 2 semaines complètes où nous sommes avec un groupe d'étudiants. Là, on avait une vingtaine d'étudiants. Et nous avons décidé de travailler sur les escape games. Et la situation qu'on leur a donnée, c'était la suivante. Un escape game un petit peu particulier, je vous l'avoue. Vous êtes enfermés dans une réalité occidentale dont le mode de vie participe à de multiples pollutions, à la diminution de la biodiversité, à l'appauvrissement des ressources naturelles, ainsi qu'à de multiples fractures sociales, mettant en péril la possibilité pour les générations futures de répondre à leurs besoins. Pour sortir de cette réalité, vous devez inventer une société qui soit vivable, viable, équitable et souhaitable, c'est-à-dire une société qui non seulement permettrait d'éviter les désagréments cités plus haut, mais pour laquelle chacun, chacune aurait envie de s'investir pour la voir se réaliser. Et nous avons mis encore une difficulté à nos étudiants, c'est qu'ils devaient fabriquer un objet qui devait être un objet transitoire vers cette nouvelle, vers ce futur qu'ils souhaitaient. Et ce que je vous propose, eh bien, nous avons fait un petit montage. Donc, nous avons accompagné ces étudiants. Nous étions 4 professeurs, un professeur d'éthique et de philosophie, une professeure d'activité créatrice manuelle, un professeur qui travaille dans un Fab Lab, peut-être que vous connaissez, ces laboratoires où on peut fabriquer des choses en 3 dimensions avec soit des imprimantes 3D, soit des découpeuses laser, etc. Et donc moi, qui suis en didactique des sciences et en éducation et développement durable. Donc nous les avons accompagnés et ce que je vous propose, c'est ce que eux nous ont présenté à la fin de cette semaine. Alors, je vais déplacer mon écran. En principe, vous devriez voir ça en plein écran. Voilà. Et je vous laisse découvrir. Ça va, tout le monde voit bien, c'est bon? Oui, on voit la vidéo. Est-ce que tu as fait attention de partager aussi le son? Je ne sais pas comment faire pour partager le son. Donc, c'est au moment du partage d'écran, il y a une petite zone à faire glisser un petit bouton pour que le son soit partagé également. Ah, d'accord. Et donc, pour activer, il vaut mieux arrêter le partage d'écran et relancer le partage d'écran en faisant attention à cette petite option sur l'audio. Alors, je vais peut-être juste faire ça.
Partage d'écran. Pour moi, c'était en haut à droite, la petite option sur le son. Alors moi, j'ai juste partage d'écran. Ah oui, inclure le son de l'ordinateur. Voilà, Si beaucoup, ça ira beaucoup mieux, c'est génial. Alors, je repartage tout ça. Et j'espère que ça fonctionne. Ah non. Là, on va remettre. Je suis désolée, je ne suis pas toujours très top. Hein. Ça fonctionne et on entend le son. Super. On s'est positionné sur comment changer un peu pour que ça soit mieux. Et on a découvert en fait un mode de vie chez les kibbutz, dont on s'est inspiré du coup pour créer notre utopie. On est parti du principe qu'on allait commencer par éliminer tout ce qui ne nous plaisait pas, ensuite ajuster et ensuite favoriser certaines choses. Ce qu'on éliminerait, c'est forcément l'agriculture industrielle et les batteries de voitures et la surconsommation. Ensuite, ce qu'on ajusterait, ce serait l'import-export, la production de tissus et la production d'appareils numériques. Et on favoriserait tout ce qui est recycling, upcycling, tout ce qui est production d'hydrogène, du coup, l'agroécologie, des jardins communs, donc tout ce qui est pour faire un peu des endroits verts plus partout. Les quartiers économes et les écoquartiers, comme il peut déjà en exister. Et aussi forcément la prise de conscience de ses propres besoins en tant que personne sans aller dans l'excès. Donc on veut annuler toute cette surconsommation et finalement une consommation et une production locale. Ensuite, pour que notre utopie fonctionne, il faudra que chaque être humain comprenne que pour réussir, on doit vraiment se battre ensemble au final, que tout le monde doit faire passer la communauté, sa propre communauté avant ses propres besoins individuels. Et donc forcément, ça veut dire qu'il y aura, comment dire ça, une liberté qui sera un peu plus restreinte, mais qui existera toujours. Le but, en fait, c'est de transiter en faisant petit à petit toujours mieux. Disons ça comme ça. Parce qu'on ne peut pas passer d'un monde chaotique, catastrophique qu'on a maintenant, à quelque chose de tout beau en un claquement de doigts. Donc forcément, on doit faire les choses l'une après l'autre et se concentrer sur les principales choses en premier. Ensuite, on aura une chance de revivre convenablement tous ensemble. Pour réussir à faire ça, on va obliger les enfants d'aller à l'école comme eux-mêmes, parce qu'on s'est dit que l'école, ça reste important, les formations sont importantes, mais on a pensé ça un tout petit peu différemment. Étant donné que dans chaque communauté, il y aurait certains besoins primordiaux, principaux pour les communautés en elles-mêmes, on allait devoir faire en sorte que la formation soit quand même déjà un peu, entre guillemets, dirigée dès le départ. Bien évidemment, il y aura toujours tout ce qu'on connaît maintenant, mais on veut accentuer tout ce qui est du domaine qui peut aider le ménage, en fait, c'est par exemple déjà la jardinerie, recycling en apprenant à coudre ou à tisser ou tout ce genre de choses. Ben, les enfants peuvent déjà très tôt aider et voir déjà ce qui leur plaît, parce qu'après leur formation, ils peuvent quand même le choisir. Mais tout ça, ça dépend toujours un peu des besoins qu'il y aura au sein du kibbutz. Ensuite, on a pensé au système judiciaire comme étant quelque chose où chaque personne du kibbutz formera à un moment donné la justice. Et ce sera un tournus. Tournus qui sera quand même sur votation, parce que si tout d'un coup, il y en a certains qui ne sont pas tout à fait sans esprit, on ne peut pas les laisser au pouvoir. Donc forcément, il faut quand même être un petit peu clairvoyant, donc tout ça en étant toujours en ayant la capacité de discernement, comment ça existe. On éliminera les prisons et on fera en sorte que la personne soit quand même au sein de la société, mais qu'elle travaille bénévolement pour celle-ci en faisant des réparations ou autres. Comme ça, il n'y aurait presque pas besoin de réelle réinsertion puisque la personne sera quand même encore dans la société. Ensuite, du point de vue des échanges, en fait, on s'est dit que on avait quand même besoin finalement de choses qui devaient rester, même si elles sont malsaines, mais si on fait à plus petite échelle, ce serait mieux. Donc du coup, dans le monde entier, on aurait certaines communautés qui seraient spécialisées dans la pharma, par exemple, d'autres qui est des réserves de divers matériaux comme le bois, le métal ou autre, tout ce qui est des appareils numériques. On en aurait quand même besoin pour pouvoir communiquer entre eux. De ce fait, les kibbutz, du coup, pourraient faire des échanges
par rapport à leurs besoins qui leur manquent, et ben, ils pourraient quand même encore communiquer entre eux. Comment faire ces échanges? C'est là qu'on vient sur la question de l'argent qui pose des problèmes, parce que forcément l'argent c'est toujours le nerf de la guerre. On s'est dit que moi, en tant que personne qui travaille, j'allais faire du troc avec mon autre personne qui travaille, mais que la communauté entière aurait de l'argent et c'est grâce à ça qu'elle pourrait faire ces échanges avec les autres. Comme ça, on aurait à l'intérieur que du troc, donc à l'intérieur de la mini-société qu'on fera, que du troc, et avec les autres, on pourra faire des échanges. Et du coup, étant donné qu'on fera des échanges quand même dans le monde, l'argent circulera toujours, mais il circulera toujours entre nous d'une certaine manière. Donc, ça devrait, mathématiquement parlant, fonctionner. Ensuite, pour vivre en communion, forcément, il faudrait changer tous les quartiers, comme je dis, en éco-quartiers. Donc, on aurait une filtration, par exemple, avec du bambou laissé écrit, on aurait des éco-constructions, des panneaux solaires, donc tout ce qu'on connaît déjà actuellement qui nous permet de faire produire de l'énergie verte, on devrait l'utiliser à bon escient pour toujours avoir assez de pied. Et finalement, pour convaincre, on est arrivé à ça. On cherche à convaincre le monde entier en fait en présentant notre nouvelle marque qui s'appelle Dear World, qui a un petit logo. Et on est passé par les vêtements en fait pour lancer une nouvelle mode et que petit à petit les gens en fait se rendent compte que finalement on a raison. Et que du coup bah, ils doivent rejoindre le mouvement pour être à la mode et pour qu'on se sauve nous tous en tant qu'habitants, en tant que personnes qui veulent le bien de la planète, du monde entier et la pérennité de l'être humain. Bah, voilà. Bah, en fait, on voudrait surtout attirer les jeunes. Parce que, en fait, finalement, c'est vrai qu'on marche beaucoup à la mode dans notre société. Donc, c'est vu que les jeunes vont grandir, finalement, c'est eux, finalement, on dit toujours que les jeunes, c'est l'avenir. Donc, aussi, bah, du coup, là, c'est ce qu'on voulait justement faire passer comme message, c'est qu'on peut, à partir de choses qui sont déjà créées, des vêtements qu'on a accumulés là pendant des années énormément, ben, refaire toujours des nouveautés au final en modifiant, repliant. Vous avez des commandes à faire. On n'a pas eu le temps de faire des cartes de visite. Voilà. Voilà, ma présentation est terminée. Je reste bien sûr volontiers s'il y a des questions aussi. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Merci Francine. Merci beaucoup. On a encore une petite question interactive pour vous. À votre avis, pour vous, ça ressemble à quoi le monde du futur idéal où on a envie de vivre près de chez vous? Et il y a une question juste après pour au niveau mondial, à quoi va ressembler le monde dont vous rêvez? Donc, je vous invite à répondre aussi à un monde près de chez soi, écolo, avec de la nature, avec plein de communautés, plus de liens, des animaux. Alors, ça bouge beaucoup. La sobriété, un monde plus vert, la diversité aussi, une mobilité verte, une égalité sociale, moins de voitures, de la verdure, plus d'argent, ou plus d'argent, peut-être que je prononce mal. Collaborer, voyager moins longtemps, la nourriture locale, quelque chose de beau, quelque chose de simple et accessible. Je vous avais plein d'idées aussi sur le futur, un futur inclusif, un futur qui sera calme avec de l'entraide, de la démocratie. Super. Et du coup, je passe à la question suivante. Au niveau mondial, à quoi ça ressemble le monde du futur pour vous? Un monde en paix, avec plus d'égalité, écolo, moins d'argent,
de la solidarité, plus d'égalité, de l'entraide. Oui, la paix est revenue plusieurs fois. Plus de pauvreté, de la sobriété, du respect, un monde connecté, un monde durable, moins de commerce, avec de la solidarité. Là, je vois égalité qui est en grand au centre. Alors, avec de l'éducation, un monde tolérant, moins de surconsommation, des communications aussi. Ah, c'est super chouette. De la liberté, de l'interculturalité, de l'espoir aussi. Je vois que éducation et entraide sont aussi très prisées. Un monde avec des libertés individuelles, un monde qui donne envie, un monde avec moins de jugement. Ah, c'est super. Donc, merci à tous pour vos réponses. Et donc, sur le dernier panneau ici, je vous partage le lien vers le formulaire où vous pouvez prendre le temps vraiment de répondre à votre aise, de mettre plus de détails, etc. Et donc, toutes vos réponses sont précieuses. Ça va vraiment être un terreau dont on va s'inspirer au Green Office pour préparer nos prochaines activités. Et du coup, je vous remercie vraiment pour votre participation.